Mon fils a écrit « Ne nous attendez pas pour Noël 2025. Nous allons chez les parents de ma femme. Ils sont plus importants. » Je n'ai pas répondu. J'ai simplement fermé tous ses comptes. Le lendemain matin, il est apparu sur le pas de ma porte. Je suis heureuse que vous soyez là avec moi. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et écoutez mon histoire jusqu'à la fin et dites-moi de quelle ville vous m'écoutez. Ainsi, je pourrai voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Je n'aurais jamais pensé que mon propre fils me briserait le cœur un mardi matin, mais c'était là, brillant sur l'écran de mon téléphone comme une petite bombe. Ne nous attends pas à Noël. Nous allons chez les parents de Carole. Ils comptent plus que toi. Avant ce message, ma vie était ordinaire, prévisible. J'avais 68 ans, je vivais seul dans la maison que mon défunt mari, Robert, et moi avions achetée il y a 40 ans. Robert était parti depuis 3 ans, mais je m'étais construit une routine. Le café du matin sur le porche, le bénévolat à la bibliothèque les mardis et jeudis, les dîners du dimanche que je préparais pour Brad, mon fils unique, et sa femme, Carole, chaque fois qu'ils avaient le temps, ce qui dernièrement n'était pas souvent. J'avais remarqué les changements lentement. Brad avait l'habitude d'appeler tous les quelques jours juste pour prendre des nouvelles. Puis c'est devenu une fois par semaine, puis toutes les 2 semaines. Quand il appelait, Carole était toujours là en arrière-plan, et les conversations semblaient guindées, répétées. Il me demandait comment j'allais, mais n'attendait jamais assez longtemps pour entendre la vraie réponse. « Maman, on ne peut pas venir dimanche » est devenue sa phrase préférée. Pourtant, je me disais que c'était normal. Il avait 34 ans, il construisait sa carrière dans l'immobilier. Carole travaillait dans le marketing. Ils étaient occupés. Les jeunes couples avaient besoin de leur espace. Je me souvenais d'avoir eu cet âge, coincé entre les parents et l'indépendance. Mais ensuite sont venues les demandes. « Maman, pourrais-tu nous aider avec la compte pour la nouvelle voiture ? Juste 15 000. On te remboursera. » J'ai dit oui. L'assurance vie de Robert et nos économies signifiaient que je pouvais me le permettre. « Maman, les prêts étudiants de Carole nous tuent. Pourrais-tu nous aider ? Peut-être 20 000. » Encore une fois, j'ai dit oui. À quoi d'autre servait l'argent si ce n'était pour aider mon enfant ? « Maman, on rénove la cuisine. L'entrepreneur a besoin de 30 000 d'avance. » Cette fois-là, j'ai hésité. 55 000 $ en 6 mois semblait beaucoup. Mais la voix de Brad avait été si tendue, si désespérée. On ne demanderait pas si on n'était pas désespéré. « Maman, s'il te plaît. » Alors, j'ai viré l'argent. Après ça, les appels ont presque complètement cessé. 3 semaines de silence, puis 4. Quand j'ai finalement essayé de le joindre, Carole a répondu au téléphone de Brad. « Il est occupé, Margaret. Il te rappellera. » Il ne l'a jamais fait. J'ai commencé à le sentir alors. Cette incertitude glaciale dans mon estomac. Le genre que l'on ressent quand on réalise que quelque chose ne va pas, mais qu'on ne veut pas l'admettre. J'ai refoulé ce sentiment, je me suis trouvé des excuses. Ils étaient occupés. Ils étaient stressés. Ils m'aimaient toujours. Puis est venu Thanksgiving. On ne peut pas venir, maman. Les parents de Carole reçoivent. C'est bon, ai-je dit, ravalant ma déception. Peut-être qu'on pourra avoir notre propre célébration le lendemain. On verra. Ils ne sont jamais venus. Jamais appelés. Quand j'ai envoyé un SMS à Brad, il a répondu 2 jours plus tard avec un emoji pouce levé. Un pouce levé à sa mère. J'ai passé Thanksgiving seul, à réchauffer une poitrine de dinde achetée en magasin et à regarder de vieux films. Je me suis dit que ce n'était qu'un jour férié. Noël serait différent. Noël avait toujours été notre moment spécial. Quand Brad était petit, on restait debout jusqu'à minuit pour décorer le sapin ensemble. Même adulte, il était toujours rentré à la maison pour Noël. J'ai passé des semaines à me préparer. J'ai acheté des cadeaux, planifié le menu, fait ses biscuits préférés, des snickerdoodles avec un supplément de cannelle. Je lui ai envoyé 2 SMS pour confirmer sa venue. « Ouais, maman. On sera là. » Un soulagement m'a envahi. Tu vois ? Je m'étais inquiété pour rien. Puis mardi matin, le message est arrivé. Ne nous attends pas à Noël. Nous allons chez les parents de Carole. Ils comptent plus que toi. Je l'ai lu 3 fois, 4 fois.
5. Ils comptent plus que toi. Pas, nous préférerions le passer avec eux. Pas, nous avons promis aux parents de Carole, mais une déclaration directe. Tu ne comptes pas. Je suis restée assise à ma table de cuisine, mon café refroidissant, fixant ces mots. Mes mains tremblaient. Ma poitrine était serrée, comme si quelqu'un avait enroulé des bandes autour de mes côtes et les serrait de plus en plus fort. Pendant 20 minutes, j'ai fixé mon téléphone. Mes doigts ont survolé le clavier une douzaine de fois. Je voulais l'appeler, exiger une explication, demander ce que j'avais fait de mal. Mais quelque chose m'a arrêté. Un souvenir de Robert vers la fin, quand le cancer l'avait rendu brutalement honnête. Maggie, avait-il dit, les gens te montrent qui ils sont. Crois-les la première fois. Brad venait de me montrer exactement qui il était. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas répondu par SMS. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai regardé la liste des comptes que j'avais ouverts pour Brad au fil des ans. Le compte d'épargne sur lequel je déposais de l'argent depuis sa naissance, le compte d'investissement que Robert et moi avions mis en place pour son avenir, le compte du marché monétaire que j'avais alimenté l'année dernière. Mes doigts étaient stables maintenant. J'ai fermé chacun d'entre eux. Les chiffres sur mon écran d'ordinateur se sont brouillés. J'ai dû cligner des yeux plusieurs fois avant de pouvoir les voir clairement. 347 000 $. C'était la somme que j'avais économisée pour Brad en 34 ans. Robert et moi avions ouvert le premier compte le jour de la naissance de Brad. 100 $ par mois, tous les mois. Sans exception. Même quand l'argent était rare, même quand nous devions sauter nos propres vacances ou conduire notre voiture une année de plus, nous n'avons jamais manqué un dépôt. C'est pour son avenir, disait Robert. Université, mariage, maison, tout ce dont il aura besoin. J'avais continué après la mort de Robert. En fait, j'avais augmenté les dépôts. À quoi d'autre avais-je à dépenser de l'argent? Brad était mon seul enfant, ma seule famille. Et maintenant, en 3 clics, j'avais transféré chaque centime sur un nouveau compte, un compte avec seulement mon nom dessus. Ma main s'est de nouveau déplacée vers la souris. Le compte joint que nous avions ouvert il y a 2 ans, celui que Brad m'avait convaincu que nous avions besoin pour les urgences, affichait un solde de 83 000 $. De l'argent que j'avais déposé au fil des mois au cas où. Il y avait un accès complet. J'ai changé les paramètres du compte, supprimant son nom. Puis j'ai transféré cet argent aussi. 430 000 $, maintenant complètement hors de sa portée. Je me suis rassise sur ma chaise, mon cœur battant la chamade. Qu'est-ce que je venais de faire? Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma voisine, Hélène. Partie de bridge jeudi. Il nous manque une 4e. Je l'ai ignoré. Je ne pouvais pas penser aux parties de bridge maintenant. Au lieu de cela, j'ai ouvert une feuille de calcul et j'ai commencé à tout documenter. Chaque prêt, chaque virement, chaque promesse de remboursement qui ne s'était jamais matérialisée. 15 000 pour la voiture, jamais mentionné à nouveau. 20 000 pour les prêts étudiants, aucune idée s'ils avaient même été payés. 30 000 pour la rénovation de la cuisine. Je n'avais jamais été invité à voir la cuisine terminée. 10 000 en avril dernier que Brad disait être pour les impôts. 12 000 en juin pour des frais médicaux. Carole, soi-disant. 87 000 $ en 18 mois. Rien de tout cela n'a été remboursé. Rien de tout cela n'a même été reconnu. Et cela n'incluait pas les comptes que je venais de fermer. C'était de l'argent qu'il ne savait même pas encore qu'il avait perdu. Je me sentais mal. Pas à cause de l'argent, je pouvais me permettre la perte, mais à cause de ce que cela signifiait. Mon fils m'avait utilisé systématiquement, délibérément. Depuis combien de temps cela durait-il? Avait-il jamais eu l'intention de me rembourser, ou avais-je simplement été un compte bancaire pratique avec des fonds illimités et sans questions posées? Je me suis souvenu du visage de Carole au mariage de Brad il y a 5 ans. Elle avait été charmante ce jour-là, m'appelant maman et parlant de son enthousiasme à faire partie de la famille. Mais il y avait eu un moment, Justin, où je l'avais entendu parler à sa sœur. Brad est plein aux as, tu sais, sa mère est assise sur tout le patrimoine de Robert. À l'époque, j'avais balayé ça d'un revers de main. Bien sûr, Brad avait parlé à sa fiancée de notre situation financière. C'était normal, n'est-ce pas? Maintenant, le souvenir me semblait différent, plus sombre.
Je me suis levé, mes jambes instables, et je me suis dirigé vers la fenêtre. Le ciel de décembre était gris et lourd. 2 maisons plus loin, les Henderson installaient déjà leur lumière de Noël. Noël. À 3 jours de là. J'allais le passer seul parce que mon fils avait décidé que je ne comptais pas. La douleur m'a frappé alors, vive et soudaine. Je me suis agrippé au rebord de la fenêtre, ma respiration saccadée. C'était mon fils, le bébé que j'avais tenu pendant d'innombrables nuits blanches. L'enfant que j'avais pensé, réconforté et encouragé. L'adolescent qui m'avait rendu folle, mais que j'avais aimé férocement malgré tout. L'homme qui venait de me dire que je ne comptais pas. Les larmes sont finalement venues, chaudes et pleines de colère. Je les ai laissées couler. Je suis resté à cette fenêtre et j'ai pleuré pour le fils que j'avais perdu. S'il avait jamais vraiment été la personne que je pensais qu'il était. Quand les larmes ont cessé, je me sentais différente. Plus vide, mais aussi plus lucide. Je n'allais pas laisser cela me détruire. Je n'allais pas être la mère pathétique qui continuait à donner et donner pendant que son enfant prenait et prenait. J'avais élevé Brad pour qu'il soit meilleur que ça. S'il avait choisi cette voie, c'était sa faute. Mais je me protégerai. J'ai séché mon visage et je suis retourné à mon ordinateur. J'avais besoin d'un avocat, pas n'importe lequel, quelqu'un spécialisé en droit de la famille et en planification successorale. J'avais aussi besoin de documents. Chaque SMS, chaque email, chaque relevé bancaire montrant les virements. À minuit, j'avais tout organisé dans un dossier sur mon bureau. J'avais trouvé 3 avocats qui avaient d'excellentes critiques. J'avais noté des questions à leur poser. J'avais même commencé à rédiger un Nouveau Testament, car si Brad et Carol pensaient que j'étais juste une vieille femme sans défense qu'ils pouvaient manipuler, ils étaient sur le point d'apprendre le contraire. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, j'ai regardé, un SMS de Brad. À bientôt. J'ai fixé ces 3 mots. À bientôt. Après ce qu'il avait dit. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Puis j'ai compris. Il ne savait pas encore. Il ne savait pas que j'avais fermé les comptes. Il ne savait pas que j'avais déplacé l'argent. Il pensait que tout était encore pareil. J'ai souri. Juste un peu. Laisse-le penser ça. Laisse-le venir. Je serai prête. Mercredi matin, j'étais assise dans le bureau de Patricia Thornton, avocate. Son bureau se trouvait au 3e étage d'un immeuble rénové du centre-ville avec de grandes fenêtres donnant sur la rue principale. Tout en lui respirait la compétence, les étagères organisées, les diplômes encadrés de Georgetown, la façon dont elle m'avait regardé dans les yeux en me serrant la main. Madame Harrison, racontez-moi tout, dit-elle en ouvrant un bloc-notes jaune. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai expliqué la chronologie. L'argent, la distance grandissante, le message cruel, les comptes que j'avais fermés. Patricia a écouté sans interrompre, prenant des notes d'une écriture rapide et précise. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un moment. Madame Harrison, a-t-elle finalement dit, vous avez bien fait de fermer ces comptes, mais nous devons agir rapidement. Si votre fils a eu accès à des comptes joints, il pourrait essayer de vider les autres avant que vous ne puissiez les protéger. Mon estomac s'est noué. Quels autres? Tout compte à son nom. Toute carte de crédit où il est un utilisateur autorisé. Avez-vous une assurance vie? Est-il désigné comme bénéficiaire? Oui, il est le seul bénéficiaire. Patricia a noté quelque chose. Nous devons revoir l'ensemble de votre patrimoine aujourd'hui si possible. Je veux voir chaque compte, chaque police d'assurance, chaque actif. Pouvez-vous m'apporter ces documents? Je les ai apportés. J'ai sorti le dossier épais que j'avais préparé la nuit dernière. Elle a semblé impressionnée. Efficace. J'aime ça. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons tout examiné. L'expression de Patricia s'assombrissait à chaque page. Madame Harrison, c'est de l'exploitation financière. Légalement, parce que vous lui avez donné l'argent volontairement, c'est difficile à classer comme de la maltraitance des personnes âgées, mais le schéma est clair. Lui et sa femme ont systématiquement extrait vos actifs. Puis-je récupérer l'argent? Peu probable. Vous devriez prouver que c'était un prêt, pas un don. Et c'est difficile sans accords écrits. Mais nous pouvons empêcher de futures pertes. Je recommande 3 mesures immédiates. Elle les a énumérées sur ses doigts.
Premièrement, changez votre testament. Retirez Brad en tant qu'exécuteur et bénéficiaire. Choisissez quelqu'un d'autre, un ami de confiance, une œuvre de charité, n'importe qui sauf lui. Deuxièmement, révoquez toutes les procurations si vous en avez accordé. Assurez-vous qu'il n'a aucune autorité légale sur vos finances ou vos décisions médicales. Troisièmement, documentez tout. Chaque SMS, chaque appel, chaque interaction à partir de maintenant. S'il vous menace, vous harcèle ou essaie de vous contraindre, nous avons besoin de preuves. J'ai senti ma poitrine se serrer. C'est toujours mon fils. Je sais. La voix de Patricia était douce maintenant. Il ne s'agit pas de punition, Madame Harrison. Il s'agit de protection. Vous avez le droit de garder ce qui est à vous. Vous avez le droit d'être traité avec respect. Si Brad se soucie vraiment de vous, il finira par le comprendre. S'il ne le fait pas, elle n'a pas terminé sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Il y a encore une chose, dis-je doucement. Il m'a envoyé un SMS hier soir, disant « à bientôt ». Je pense qu'il prévoit de venir me voir. Patricia a hoché lentement la tête. Il vérifie probablement ses comptes. Quand il réalisera qu'ils sont fermés, il viendra. Soyez prête pour cette conversation, Madame Harrison. Ce ne sera pas agréable. Que devrais-je dire? La vérité. Que vous protégez vos actifs. Que vous êtes blessé par son comportement. Que vous attendez du respect. Au-delà de ça, vous ne lui devez aucune explication. Et Madame Harrison? Elle m'a regardé sérieusement. Ne le laissez pas entrer dans votre maison si vous ne vous sentez pas en sécurité. Ne le rencontrez pas seul. Envisagez d'avoir un ami présent. J'ai quitté le bureau de Patricia avec une épaisse liasse de papier et un rendez-vous de suivi prévu pour la semaine suivante. Mes mains tremblaient en rentrant chez moi. Étais-je vraiment en train de faire ça? Engager une action en justice contre mon propre fils? Mais quel choix m'avait-il laissé? Je suis arrivé dans mon allée à midi. Une voiture familière était garée dans la rue. La BMW de Brad. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Il était déjà là. Il savait. Je suis resté dans ma voiture un instant, agrippant le volant. Dans mon rétroviseur, je pouvais le voir debout sur mon Porsche, les mains dans les poches, faisant les 100 pas. J'ai attrapé mon téléphone et envoyé un SMS à Hélène, ma voisine. Brad est là. Si tu entends des cris, s'il te plaît, viens. Elle a répondu immédiatement. Je regarde. Dis-moi juste. J'ai pris une profonde inspiration et je suis sorti de ma voiture. Brad s'est retourné au bruit de ma portière. Son visage était rouge, sa mâchoire serrée. Maman, dit-il, mais ce n'était pas une salutation. C'était une accusation. Brad, j'ai marché vers ma porte d'entrée, les clés à la main. Il m'a bloqué le passage. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Je ne vois pas de quoi tu parles. J'ai gardé ma voix calme, même si mon pouls martelait. Les comptes, maman, le fonds pour l'université, le compte d'investissement, le compte d'épargne, ils ont tous disparu. Non, dis-je doucement. Ils n'ont pas disparu. Je les ai déplacés. Tu les as déplacés? Sa voix a monté. Tu as déplacé 300 000 $ sans me le dire? Je n'avais pas besoin de te le dire. C'est mon argent. C'est mon argent. Tu l'as économisé pour moi. Tu as dit que c'était pour mon avenir. Je l'ai regardé alors. Vraiment regardé. Son visage était tordu de colère, mais il y avait autre chose en dessous. La panique, le désespoir. C'était pour ton avenir, dis-je. Mais ton avenir n'inclut pas de me traiter comme si je ne comptais pas, son expression a changé. Juste une seconde, j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. La culpabilité. La honte. Mais alors la voix de Carole a traversé l'air. Brad, tu lui as demandé. Je me suis retourné. Carole sortait du siège passager de la BMW, son sac de créateur sur l'épaule, son expression acérée. Elle a remonté l'allée comme si elle lui appartenait, ses talons claquant sur le trottoir. Margaret, dit-elle, sans vraiment sourire. Nous devons parler. Je ne les ai pas invités à entrer. Nous sommes restés là, sur mon Porsche, le vent de décembre nous transperçant à travers nos manteaux. De l'autre côté de la rue,
Je pouvais voir les rideaux d'Hélène bouger. Elle regardait. Il n'y a rien à dire, dis-je, en essayant de déverrouiller ma porte. Carole s'est approchée, me bloquant à nouveau. En fait, si. Vous venez de voler 300 000 $ à votre fils. Je n'ai rien volé. Cet argent a toujours été le mien. Vous le lui aviez promis. La voix de Carole était tranchante maintenant, le masque agréable glissant. Vous lui avez dit que c'était son fonds pour l'université, son héritage. Vous ne pouvez pas simplement le reprendre. Je le peux, et je l'ai fait. Brad m'a attrapé le bras, pas fort, mais assez fermement pour que je m'arrête de bouger. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est pas ton genre. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis de nouveau son visage. Lâche-moi. Pas avant que tu n'expliques. Lâche-moi maintenant. Quelque chose dans ma voix l'a fait me relâcher. J'ai reculé, mettant de la distance entre nous. Tu veux une explication? Très bien. J'en ai assez d'être utilisé. J'en ai assez de donner et donner pendant que vous prenez tout et n'offrez rien en retour. Pas même un respect élémentaire. On ne t'a pas utilisé, a commencé Carole. 87 000 $ en 18 mois, ai-je interrompu. Voiture, prêts étudiants, rénovation de la cuisine, impôts, frais médicaux. Dois-je continuer? Combien de cela avez-vous remboursé? Ils étaient silencieux. C'est bien ce que je pensais. J'ai croisé les bras. Et puis tu m'envoies un message disant que les parents de Carole comptent plus que moi à Noël. Alors oui, Carole, j'ai déplacé mon argent sur des comptes où seul moi peux y accéder, parce qu'apparemment, je ne peux pas faire confiance à mon propre fils. Le visage de Brad a traversé plusieurs expressions. Colère, confusion, puis calcul. Maman, tu es contrariée. Je comprends, ce message était dur. Je m'excuse, mais fermer les comptes, c'est extrême. Entrons et parlons-en comme des adultes. Non. J'ai dit non. Vous n'entrez pas dans ma maison. Pas aujourd'hui. Les yeux de Carole se sont rétrécis. Vous êtes ridicule, Margaret. Nous sommes une famille. La famille ne se traite pas comme vous m'avez traité. Oh, s'il vous plaît, a claqué Carole. Vous jouez la victime depuis des mois. Pauvre de moi. Mon fils est trop occupé. Personne ne m'aime. Savez-vous à quel point c'est épuisant? Brad vous appelle chaque semaine. Il a appelé une fois au cours des 6 dernières semaines. Une fois. Parce que vous le culpabilisez à chaque fois. Vous le faites se sentir mal d'avoir sa propre vie. Mes mains tremblaient maintenant, mais de colère, pas de peur. Sortez de ma propriété. Maman a de nouveau essayé Brad. J'ai dit, sortez de ma propriété, tous les deux. Très bien. Carole a attrapé le bras de Brad. Tu veux jouer à ça? Très bien, mais tu le regretteras, Margaret. Cet argent devrait être à Brad. Nous en avons besoin. Pourquoi? Ai-je demandé. Pourquoi en avez-vous si désespérément besoin? Ils se sont tous les deux figés. Dans quelle dette êtes-vous vraiment? Ai-je insisté. Parce que ce n'est pas une question de prêts étudiants ou de rénovation, n'est-ce pas? Qu'avez-vous fait de tout cet argent? Le visage de Carole est devenu pâle. Brad a détourné le regard et soudain, j'ai su qu'il y avait quelque chose de plus gros ici. Quelque chose qu'il ne m'avait pas dit. Sortez, dis-je doucement. Et ne revenez pas avant d'être prêt à me dire la vérité. Toute la vérité. Carole s'est retournée et s'est dirigée d'un pas raide vers la voiture. Brad est resté, son expression conflictuelle. Maman, s'il te plaît, donne-nous juste une chance de nous expliquer. Brad, si tu veux vraiment t'expliquer, tu sais où me trouver. Mais pas aujourd'hui. Pas comme ça. J'ai besoin de temps. Il a hoché lentement la tête, puis a suivi Carole jusqu'à la voiture. Je les ai regardés s'éloigner, Brad au volant, le profil de Carole rigide de colère. Ce n'est que lorsque leur voiture a disparu au coin de la rue que mes jambes ont commencé à trembler. J'ai tâtonné avec mes clés, j'ai finalement réussi à ouvrir la porte et je suis entré en titubant. J'ai verrouillé la porte derrière moi. Puis je me suis laissé glisser jusqu'au sol, le dos contre le bois, et j'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. Mon téléphone a vibré. Hélène. Ça va? Tu veux que je vienne?
J'ai répondu par SMS. Je vais bien. Merci d'avoir veillé. Mais je n'allais pas bien. Pas vraiment. Je venais de renvoyer mon fils de ma porte. Je l'avais confronté au sujet de l'argent, des mensonges et de la manipulation. J'avais vu la vraie panique dans les yeux de Carole quand j'avais posé des questions sur leurs dettes. Dans quoi s'était-il fourré? Et plus important encore, qu'allait-il faire ensuite? Les jours suivants se sont écoulés dans un étrange silence vide. Je n'ai pas eu de nouvelles de Brad, ni de Carole. Mon téléphone est resté silencieux, à l'exception de messages inquiets d'Hélène et de quelques amis de la bibliothèque. J'ai passé la matinée du jeudi à revoir Patricia, signant le Nouveau Testament qui laissait tout à un mélange d'œuvres de charité et à la sœur de mon défunt mari, tante Jean. Brad n'était mentionné que pour l'exclure explicitement de tout héritage. Cela prend effet immédiatement, a expliqué Patricia, et je le dépose aujourd'hui au greffe du comté. J'ai hoché la tête, mon stylo planant au-dessus de la ligne de signature. C'était ça, la dernière étape, la déclaration ultime que je ne serais plus manipulé. J'ai signé. Vendredi, je ne suis pas sorti du lit avant midi. Le poids de tout cela m'écrasait. Je m'étais défendu. Oui, j'avais protégé mes biens, mais j'avais aussi rompu quelque chose avec mon fils, quelque chose qui pourrait ne jamais être réparé. Samedi. Hélène a insisté pour que je vienne dîner chez elle. Je ne voulais pas, mais elle n'a pas accepté de non comme réponse. Tu as besoin de nourriture et de compagnie, a-t-elle dit fermement. 19 h. Ne me force pas à venir te traîner. J'y suis allé. Son mari Tom a fait des lasagnes, et nous nous sommes assis dans leur cuisine chaleureuse à parler de tout sauf de Brad. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Dimanche matin, je me suis réveillée différente, plus forte. La blessure était toujours là, mais en dessous, il y avait quelque chose de solide, quelque chose qui ressemblait à de la résolution. J'avais fait ce qu'il fallait. Quoi qu'il arrive ensuite, je m'étais protégé, et je ne m'excuserai pas pour ça. J'ai fait du café, je me suis assise sur mon porche malgré le froid, et j'ai regardé le quartier se réveiller. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Madame Harrison, une voix masculine inconnue. Ici l'inspecteur Maurice du bureau du shérif du comté. Je vous appelle au sujet d'une enquête pour fraude impliquant votre fils, Bradley Harrison. Avez-vous un moment pour parler? J'ai serré le téléphone plus fort. Enquête pour fraude? Oui, madame. Je suis désolé de vous contacter ainsi, surtout si près des fêtes. Pouvons-nous nous rencontrer? Je préférerais en discuter en personne. 20 minutes plus tard, l'inspecteur Maurice était assis dans mon salon. Il avait la quarantaine, des yeux fatigués et un visage bienveillant qui avait probablement entendu trop d'histoires tristes. Madame Harrison, saviez-vous que votre fils a déposé le bilan il y a 7 mois? La pièce a basculé. Quoi? Lui et sa femme ont déclaré des dettes s'élevant à un peu plus de 600 000 $. Carte de crédit, prêt personnel, une deuxième hypothèque sur leur maison. Le tribunal a nommé un syndic pour examiner leurs actifs et leurs passifs. 600 000 $. Le chiffre résonnait dans ma tête. Au cours de l'examen, a poursuivi l'inspecteur Maurice, le syndic a trouvé des irrégularités, d'importants dépôts en espèces qui n'ont pas été déclarés, des achats coûteux effectués après le dépôt de bilan. Votre fils a affirmé qu'il n'avait aucun actif familial, aucun soutien financier, mais notre enquête suggère le contraire. Il a sorti un dossier. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, les comptes de Brad. Surlignés en jaune se trouvaient les dépôts de ma part. 15 000, 20 000, 30 000. Il n'a rien déclaré de tout cela au tribunal, a dit Maurice doucement. C'est une fraude à la faillite, Madame Harrison. C'est un crime fédéral. J'ai eu la nausée. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais rien de tout ça. Je vous crois. C'est pour ça que je suis là. Nous avons besoin de votre coopération. Nous avons besoin de la documentation de chaque virement que vous avez fait à votre fils au cours des 2 dernières années. Date, montant, motif, et nous devons savoir s'il vous a contrainte de quelque manière que ce soit ou s'il a fait de fausses déclarations sur les raisons pour lesquelles il avait besoin de l'argent. J'ai pensé à tous les mensonges. Les prêts étudiants qui n'existaient probablement pas, les frais médicaux qu'on ne m'avait jamais montrés, les rénovations que je n'avais jamais vues. Il a menti, dis-je.
Surtout. L'inspecteur Maurice a hoché la tête. Nous nous en doutions. Madame Harrison, je dois vous demander, avez-vous récemment fermé plusieurs comptes auxquels votre fils avait accès? Oui. Cette semaine. Cela vous a probablement évité de perdre beaucoup plus. Le syndic aurait saisi tous les actifs joints. Votre fils prévoyait peut-être de vider ses comptes avant qu'il ne soit découvert. La trahison était encore plus profonde. Ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était un vol calculé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je demandé. Nous poursuivons notre enquête. Nous pourrions avoir besoin que vous témoigniez si cela va au procès. En attendant, je vous suggère fortement de couper tous les liens financiers avec votre fils et sa femme. N'acceptez pas les appels demandant de l'argent. N'acceptez aucun prêt ou don. Documentez tout. Il s'est levé pour partir, puis s'est arrêté à la porte. Madame Harrison, vous n'avez rien fait de mal ici. Les parents veulent aider leurs enfants. C'est normal. Votre fils a exploité cela. C'est de sa faute, pas de la vôtre. Après son départ, je suis resté assise en silence pendant un long moment. Lundi après-midi, la sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Carole debout, seule, tenant un petit cadeau emballé. Je n'ai pas ouvert la porte. Margaret. Sa voix était douce, suppliante. Je sais que tu es là. S'il te plaît, je veux juste parler. Silence. Je t'ai apporté une offrande de paix, tes chocolats préférés. Je suis tellement désolé pour tout. Brad est désolé aussi. Nous étions stressés et nous avons dit des choses que nous ne pensions pas. S'il te plaît, pouvons-nous juste parler? Je suis resté de l'autre côté de la porte, l'observant à travers le Judas. Tu nous manques, a-t-elle poursuivi. Brad a été misérable tout le week-end. Il t'aime tellement, Margaret. Tu es sa mère. Ne laisse pas un mauvais SMS tout gâcher. La famille pardonne. C'est ce que fait la famille. La manipulation était si évidente maintenant. La voix douce, le cadeau, l'appel à la loyauté familiale. Je n'ai rien dit. Au bout de 5 minutes, l'expression de Carole a changé. La douceur s'est dissipée, remplacée par la frustration. Elle a posé brutalement le cadeau sur le porche et est partie. Je l'ai regardé disparaître en voiture, puis j'ai ouvert la porte et ramassé la boîte. Les chocolats étaient une marque bon marché de supermarché, pas les chocolats chers qu'elle prétendait être mes préférés. Elle n'avait même pas essayé. Mardi, j'ai déjeuné avec Hélène et 2 autres amies de la bibliothèque, Suzanne et Dorothy. J'avais hésité à leur dire quoi que ce soit, mais Hélène avait déjà deviné que quelque chose n'allait pas. Vas-y, raconte, a-t-elle dit une fois que nous avions commandé. Tu es comme un fantôme. Alors je leur ai raconté. Pas tout, pas l'inspecteur ni l'enquête pour fraude, mais assez. L'argent, le message cruel, la confrontation. Elles sont restées silencieuses un moment. Puis Dorothy a tendu la main sur la table et m'a serré la main. Tu as bien fait. Vraiment? Il est mon fils. Et tu es sa mère, a dit Suzanne fermement. Ça ne veut pas dire qu'il a le droit de te traiter comme une ordure. Ma fille a essayé quelque chose de similaire il y a 5 ans. Pas aussi grave, mais similaire. Tu sais ce que j'ai fait? Je lui ai complètement coupé les ponts. La meilleure décision de ma vie. Elle a fini par remettre sa vie en ordre, est revenue et s'est excusée. Mais elle a dû toucher le fond d'abord. Et si Brad ne revient pas, ai-je chuchoté. La voix d'Hélène était douce. Alors il ne revient pas Margaret, tu ne peux pas t'immoler par le feu pour tenir quelqu'un d'autre au chaud. Pas même ton enfant. Tu mérites le respect. Tu mérites la gentillesse. Si Brad ne peut pas te donner ça, alors il ne mérite ni ton argent ni ton temps. Quelque chose en moi s'est brisé. Alors j'ai commencé à pleurer, là, au restaurant, et mes amis m'ont entouré. Elles ne m'ont pas jugé. Elles ne m'ont pas dit de lui pardonner. Elles m'ont juste tenu dans leurs bras. Tu n'es pas seul, a dit Dorothy. Nous sommes là. Pour tout ce dont tu as besoin. Pour la première fois depuis des jours, je l'ai cru. Mercredi soir, une semaine avant Noël, ils sont revenus ensemble. Je décorais mon petit sapin, un modeste arbre de 90 cm que je m'étais acheté, quand la sonnette a retenti. Par la fenêtre, je les ai vus tous les deux sur le porche.
Brad avait l'air fatigué. Carole avait l'air déterminée. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais quelque chose me disait que cette confrontation était inévitable. Mieux valait y faire face maintenant, selon mes conditions. J'ai ouvert la porte, mais je suis resté sur le seuil, bloquant l'entrée. « Maman », a dit rapidement Brad. « S'il te plaît, écoute-nous. 5 minutes. C'est tout ce qu'on demande. Vous avez 5 minutes, ici dehors. » Les lèvres de Carole se sont amincies, mais elle a hoché la tête. « Très bien, Margaret. Nous sommes venus nous excuser. Sincèrement. Nous avons dépassé les bornes. Le SMS était cruel. La façon dont nous t'avons traité était mauvaise. Nous le voyons maintenant. » Elle avait l'air de réciter un discours qu'elle avait répété dans la voiture. « Continuez, dis-je d'un ton neutre. » Brad a pris le relais. « Maman, nous avons été sous un stress incroyable, un stress financier. Je ne voulais pas t'accabler avec nos problèmes, alors j'ai essayé de gérer ça moi-même. Mais je l'ai mal géré. J'ai pris ta générosité pour acquise. Je n'étais pas là pour toi quand tu avais besoin de moi. Et, ai-je encouragé ? » Ils ont échangé un regard. « Et nous voulons arranger les choses, » a dit Carole. « Nous voulons repartir à zéro. Table rase. Nous viendrons pour Noël. Nous passerons toute la journée avec toi. Nous t'aiderons même à décorer. » En échange de quoi ? Carole a cligné des yeux. « Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez en échange ? Parce que ça ne ressemble pas à des excuses. Ça ressemble à une négociation. » Le visage de Brad s'est empourpré. « Maman, ce n'est pas juste. On essaie. Vous essayez de ravoir accès à mon argent, dis-je calmement. C'est de ça qu'il s'agit. Vous réalisez que les comptes sont fermés et vous avez besoin qu'ils soient rouverts. Ce n'est pas, a commencé Carole. J'ai parlé à l'inspecteur Maurice. L'effet a été immédiat. Brad est devenu blême. Les yeux de Carole se sont écarquillés. Tu as parlé à la police, a murmuré Brad. Ils m'ont contacté au sujet de votre enquête pour fraude à la faillite, au sujet des 600 000 $ de dettes que vous n'avez jamais mentionnées, au sujet de la façon dont vous avez menti au tribunal des faillites. Maman, je peux expliquer. Peux-tu ? Peux-tu expliquer pourquoi tu as dit au tribunal que tu n'avais pas d'actifs familiaux pendant que tu vidais mes comptes ? Peux-tu expliquer pourquoi tu m'as pris de l'argent sous de faux prétextes ? Peux-tu expliquer ? On était désespérés. La voix de Carole s'est brisée, la façade calme se fissurant. As-tu la moindre idée de ce que c'est ? Les créanciers qui appellent tous les jours. Les menaces de saisie. On se noyait, Margaret. On avait besoin d'aide. Alors, vous m'avez menti. On a fait ce qu'on avait à faire. J'ai regardé mon fils. Il fixait le sol, les poings serrés. Brad, dis-je doucement. Regarde-moi. Il l'a fait. Il y avait des larmes dans ses yeux maintenant. M'as-tu jamais aimé ? Ou n'étais-je qu'un compte en banque pour toi ? Maman, bien sûr que je t'aime. Alors pourquoi ? Ma voix s'est brisée. Pourquoi m'as-tu traité comme si je n'étais rien ? Je ne voulais pas, il s'est étouffé avec les mots. J'avais honte. Je ne voulais pas que tu saches à quel point j'avais tout fichu en l'air. Alors j'ai pris ton argent et je me suis dit que c'était temporaire, que je te rembourserais une fois qu'on serait remis sur pied. Mais ensuite les choses ont empiré et j'avais besoin de plus. Et il s'est arrêté. Je suis désolé. Je suis tellement désolé, maman. Un instant, j'ai failli le croire, failli tendre la main pour le réconforter, mais alors Carole a parlé. Tout ça est très touchant, mais pouvons-nous nous concentrer sur le vrai problème ? Margaret, si vous témoignez contre Brad, il pourrait aller en prison. En prison fédérale. C'est ça que vous voulez ? Détruire la vie de votre propre fils ? La manipulation était si nue, si évidente. Je n'ai rien détruit, dis-je. Brad l'a fait en mentant, en commettant une fraude. C'est ton fils. Et c'est un adulte qui a fait des choix, de mauvais choix. Maintenant, il doit en affronter les conséquences. Carole s'est avancée, le visage tordu de colère. Espèce d'égoïste. Tu es assise sur toute la fortune de Robert pendant que nous perdons tout, et tu ne veux même pas, sortir de ma propriété. Ma voix était glaciale.
Tous les deux, maintenant. On n'a pas fini. Si, vous avez fini. Si vous n'êtes pas parti dans 10 secondes, j'appelle la police. Carole avait l'air de vouloir me frapper. Brad lui a attrapé le bras, la tirant en arrière. Allons-y, dit-il doucement. Brad, j'ai dit allons-y, ils sont partis. Carole se disputait encore avec lui en montant dans la voiture. Je les ai regardés s'éloigner, tout mon corps tremblant. Quand ils ont été partis, j'ai fermé la porte et les verrouillé. Puis j'ai vérifié chaque fenêtre, chaque serrure, mon cœur battant la chamade. Ils avaient montré leur vrai visage ce soir. Les masques étaient tombés. La rage de Carole. Les faibles tentatives de Brad pour manipuler par la culpabilité. Je n'étais pas en sécurité. Pas tant qu'il serait désespéré. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé l'inspecteur Maurice. J'ai laissé un message vocal décrivant la visite, leurs menaces, tout. Puis j'ai appelé Patricia Thornton. « Ils sont venus chez vous ?» a-t-elle demandé sèchement. Après tout ça ? Oui. Margaret, je veux que vous demandiez une ordonnance de protection demain. Première heure. Ça semble extrême. Ils vous ont menacé. Ils font l'objet d'une enquête fédérale. Ils sont désespérés et en colère. C'est là que les gens deviennent dangereux. S'il vous plaît, faites-le pour moi, pour vous. J'ai accepté. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque bruit me faisait sursauter. Chaque voiture qui passait me faisait vérifier les fenêtres. Mais sous la peur, il y avait autre chose. La résolution. Je ne reculerai pas. Je ne les laisserai pas gagner. L'audience pour l'ordonnance de protection était prévue pour le lundi avant Noël. J'étais assise dans la salle d'audience avec Patricia à mes côtés, les mains jointes sur mes genoux, regardant Brad et Carole entrer avec leur avocate, une femme à l'allure vive dans un costume cher, qui a immédiatement tenté de négocier un report. La juge, une femme aux cheveux gris nommée Rodriguez, n'en voulait rien savoir. Nous sommes ici. Tout le monde est présent. Nous procédons. Madame Harrison, vous pouvez présenter votre cas. Patricia s'est levée. Votre honneur, ma cliente demande une protection contre son fils et sa belle-fille en raison d'un schéma d'exploitation financière, de harcèlement et de menaces qui s'est considérablement aggravé au cours des 2 dernières semaines. Elle a tout expliqué à la juge. Les virements documentés totalisant 87 000 $, les comptes fermés, le SMS cruel, la confrontation sur mon Porsche, la visite menaçante de mercredi dernier. Madame Harrison a également été contactée par les autorités fédérales qui enquêtent sur des allégations de fraude à la faillite contre son fils, a conclu Patricia. Les intimés sont désespérés et ont démontré qu'ils utiliseront l'intimidation pour retrouver l'accès à ses finances. L'avocate de Brad s'est levée. Votre honneur, il s'agit d'un désaccord familial qui prend des proportions démesurées. Monsieur Harrison reconnaît que la relation a été tendue, mais il nie toute menace ou harcèlement. Il aime sa mère. Il veut simplement se réconcilier. Vraiment ? La juge Rodriguez a regardé Brad. Monsieur Harrison, avez-vous envoyé à votre mère un SMS disant, et je cite, « Il compte plus que toi » Brad s'est tortillé mal à l'aise. Oui, votre honneur, mais j'étais contrarié. Je ne le pensais pas, avez-vous accepté environ 87 000 $ de votre mère sur 18 mois ? Elle a proposé de m'aider. En avez-vous remboursé une partie ? Silence. Monsieur Harrison, avez-vous déposé le bilan il y a 7 mois ? Oui, mais... Avez-vous déclaré l'argent que vous avez reçu de votre mère au tribunal des faillites ? Son avocate lui a touché le bras, mais Brad répondait déjà. Non, mais je ne pensais pas devoir le faire. C'était un don, pas un prêt. Un don auquel vous prétendez maintenant avoir droit. La voix de la juge était tranchante. Un don au sujet duquel vous avez confronté votre mère lorsqu'elle a fermé ses propres comptes. Carole s'est penchée en avant soudainement. Votre honneur, puis-je parler ? La juge a semblé surprise mais a hoché la tête. Allez-y, Madame Harrison. Margaret est vindicative, a dit Carole, sa voix tremblant d'émotion. Elle est contrariée que nous ayons choisi de passer Noël avec ma famille plutôt qu'avec elle. Tout ça, c'est de la vengeance. Elle veut nous punir d'avoir nos propres vies. Elle utilise le système judiciaire pour... Madame Harrison. La juge a interrompu. Avez-vous dit à votre belle-mère que vos parents comptaient plus qu'elle ?
Carole a hésité. Je n'ai pas écrit ce message. Mais vous étiez au courant. Brad était frustré. Il n'aurait pas dû le dire comme ça. Mais avez-vous visité la maison de Madame Harrison mercredi soir dernier? Oui. Pour m'excuser. Et avez-vous, au cours de cette visite, l'avez-vous traité d'égoïste? Le visage de Carole est devenu blanc. C'était sorti de son contexte. Avez-vous ou n'avez-vous pas utilisé ces mots? Oui. La salle d'audience était silencieuse. La juge Rodriguez m'a regardé. Madame Harrison, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Je me suis levé, ma voix stable. Votre honneur, j'aimais mon fils. Je lui ai donné tout ce que je pouvais. Je l'ai soutenu toute sa vie. Quand il avait besoin d'argent, je lui en ai donné. Quand il avait besoin d'aide, je l'ai offerte. Je n'ai jamais rien demandé en retour, sauf du respect et de l'honnêteté. J'ai regardé Brad. Il fixait la table. Il n'a même pas pu me donner ça. Il a menti. Il a manipulé. Il a profité de mon amour. Et quand je me suis finalement protégé, lui et sa femme sont venus chez moi à 2 reprises pour me menacer et m'intimider. Je ne veux pas le punir, votre honneur. Je veux être en sécurité. Merci, Madame Harrison. La juge a consulté ses notes. Sur la base des preuves présentées et des témoignages donnés, j'accorde l'ordonnance de protection. Il est interdit à Amy et Madame Harrison de contacter Margaret Harrison directement ou indirectement pendant une période d'1 an. Ils doivent se tenir à au moins 150 mètres de son domicile, de son lieu de travail et de son véhicule. Toute violation de cette ordonnance entraînera une arrestation immédiate. Le marteau est tombé. La tête de Brad est tombée dans ses mains. Carole a laissé échapper un son à mi-chemin entre un hoquet et un sanglot. Leur avocate était déjà debout, parlant d'appel. Mais je n'écoutais pas. C'était fait. Je me suis levé et je suis sorti de la salle d'audience. Patricia à mes côtés dans le couloir. J'ai enfin pu respirer. Vous avez été magnifique là-dedans, a dit Patricia. J'ai juste dit la vérité. La vérité est puissante, surtout contre les mensonges. Derrière nous, j'ai entendu des voix s'élever. Carole et Brad se disputant avec leur avocate. Quelque chose à propos d'argent pour l'appel. De l'argent qu'ils n'avaient pas. J'ai continué à marcher. Dehors, l'air d'hiver était froid et pur. Les marches du palais de justice étaient vides, à l'exception de quelques personnes pressées. Des décorations de Noël pendaient à chaque lampadaire. Des rappels des fêtes que j'allais passer seul. Mais je n'étais pas triste. J'étais libre. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Hélène. Comment ça s'est passé? J'ai souri et répondu par SMS. J'ai gagné. 3 points sont apparus immédiatement. Puis, dîner chez moi ce soir. On fête ça. J'ai jeté un dernier regard au palais de justice. À travers les portes vitrées, je pouvais voir Brad et Carole se disputer encore, leurs visages crispés de colère et de désespoir. J'avais passé 34 ans à aimer mon fils, à me sacrifier pour lui, à essayer de lui donner la meilleure vie possible, et il m'avait récompensé par des mensonges et de l'exploitation. Mais c'était fini. Je me suis retourné et j'ai marché vers ma voiture, la tête haute. La bataille était terminée. J'avais gagné. 3 semaines plus tard, par un froid matin de janvier, j'étais de nouveau assise dans le bureau de Patricia. Cette fois, les nouvelles ne concernaient pas la protection. Elles concernaient la justice. Le procureur fédéral a officiellement inculpé Brad de fraude à la faillite, a dit Patricia en faisant glisser des documents sur son bureau. 3 chefs d'accusation. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 5 ans de prison et des amendes substantielles. J'ai absorbé cela en silence. 5 ans? Et Carole, ai-je demandé. Elle est nommée co-conspiratrice, mais elle coopère avec les procureurs en échange de l'immunité. Essentiellement, elle témoigne contre Brad. Bien sûr qu'elle le faisait. Quand les choses devenaient difficiles, Carole ne pensait qu'à elle. Il y a plus, a poursuivi Patricia. Le syndic de faillite a saisi leur maison. Ils sont expulsés le mois prochain. Le tribunal a également gelé tous leurs actifs restants en attendant l'enquête criminelle. Ils n'ont rien, Margaret. Ils sont complètement fauchés. J'aurais dû ressentir quelque chose. De la sympathie, du regret,
un instinct maternel d'aider. Mais je ne ressentais qu'une certitude froide et claire que c'était justice. Brad a tenté de vous contacter la semaine dernière, a ajouté Patricia, 4 fois par des intermédiaires, son avocat, la mère de Carol, même un ami de l'université, tous demandant si vous envisageriez de l'aider avec ses frais de justice. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Que vous avez une ordonnance de protection et que toute nouvelle tentative de vous contacter serait signalée à la police. Ils ont arrêté. Bien. Patricia s'est penchée en arrière sur sa chaise. Margaret, j'ai traité de nombreux cas familiaux. Celui-ci est inhabituel parce que vous avez tenu bon. La plupart des parents dans votre situation finissent par céder. Ils paient les frais de justice. Ils sortent leurs enfants du pétrin une fois de plus. Vous ne l'avez pas fait. Aurais-je dû? Non. Sa voix était catégorique. Ce que Brad a fait n'était pas une erreur. C'était un schéma calculé d'abus. Il mérite d'en affronter les conséquences. Et vous méritez de vivre votre vie sans ce poids. Février a apporté d'autres nouvelles par le biais d'Hélène, qu'il a appris de sa coiffeuse, qu'il a appris de la sœur de Carol. Carol avait demandé le divorce. Elle était retournée vivre chez ses parents, laissant Brad faire face seul aux poursuites judiciaires. Elle avait donné une interview à un site d'information local sur le fait d'échapper à un mariage toxique et d'être manipulée par son mari. Elle se présentait comme une autre victime. Brad, quant à lui, vivait dans un appartement bon marché dans l'est de la ville, cumulant 2 emplois pour payer un avocat commis d'office puisqu'il ne pouvait plus se permettre un avocat privé. La date de son procès était fixée à avril. En mars, j'ai croisé la mère de Carol à l'épicerie. Elle a d'abord fait semblant de ne pas me voir, mais j'ai marché directement vers son chariot. « Bonjour, Linda. » Elle a semblé surprise, puis mal à l'aise. « Margaret, je ne savais pas que vous faisiez vos courses ici. Je fais mes courses ici depuis 30 ans. » Nous sommes restés là maladroitement un moment. Finalement, Linda a parlé. Carol m'a raconté ce qui s'est passé. Sa version, en tout cas. Elle a dit que Brad a profité de vous. C'est vrai. Elle a aussi dit que vous avez refusé de l'aider avec ses frais de justice. C'est exact. L'expression de Linda s'est durcie. C'est votre fils, Margaret. Comment pouvez-vous rester là et le regarder tout perdre? J'ai rencontré son regard avec assurance. Il m'a tout pris d'abord. Mon argent, ma confiance, ma dignité. Il a fait ses choix, Linda. Maintenant, il vit avec. Vous êtes sans cœur. Non, dis-je doucement. Je me fais enfin passer en premier. Je suis parti, la laissant planter là. Le procès de Brad a duré 3 jours en avril. Je n'y ai pas assisté, mais Patricia y est allée et m'a donné des comptes rendus quotidiens. Les preuves étaient accablantes, des relevés bancaires, des emails où Brad discutait de la dissimulation d'actifs, le témoignage du syndic de faillite. Même Carol a témoigné, décrivant des conversations où Brad avait explicitement parlé d'utiliser l'argent de sa mère sans le déclarer. Le jury a délibéré pendant 4 heures, coupable sur tous les chefs d'accusation. Le juge l'a condamné à 3 ans de prison fédérale, avec crédit pour le temps purgé. Il serait éligible à la libération conditionnelle dans 18 mois s'il faisait preuve de bonne conduite et payait un dédommagement. Un dédommagement qu'il n'avait pas. Quand Patricia me l'a annoncé, je suis resté assise tranquillement un long moment. « Comment vous sentez-vous » a-t-elle demandé doucement. « Comme si c'était fini » ai-je dit. « Enfin fini. » En mai, j'ai reçu une lettre de Brad. Elle avait été transmise par Patricia, qui l'avait d'abord examinée pour s'assurer qu'elle ne violait pas l'ordonnance de protection. Elle faisait 7 pages, manuscrites sur du papier jaune. Il s'excusait. Il expliquait. Il détaillait la dépendance au jeu qui avait commencé modestement et avait échappé à tout contrôle. Les dettes qui s'accumulaient, la panique, les mensonges, la façon dont Carol l'avait poussé à me demander plus, toujours plus. Il se blâmait. Il blâmait Carol. Il blâmait sa dépendance. À la fin, il demandait le pardon. Pas d'argent, pas d'aide, juste le pardon. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai mise dans un tiroir et je n'ai pas répondu. Peut-être qu'un jour je lui pardonnerai. Peut-être qu'un jour je lui rendrai visite en prison. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je guérissais. Je reconstruisais ma vie sans lui. Et c'était suffisant.
L'été est arrivé dans ma petite ville avec une chaleur dorée et éclatante. Je me réveillais chaque matin au chant des oiseaux et prenais mon café sur mon porche, regardant le quartier s'animer. Ma vie avait changé d'une manière que je n'avais pas prévue. Hélène m'avait présenté à son club de lecture, et j'étais tombée amoureuse du groupe de femmes qui se réunissaient tous les jeudis soirs pour discuter de romans et boire du vin. Elles étaient intelligentes, drôles, irrévérencieuses. Elles me faisaient rire aux éclats. Suzanne m'avait convaincu de faire du bénévolat au refuge pour femmes locales, aidant les résidentes avec des cours d'alphabétisation financière, leur enseignant les budgets, l'épargne, la reconnaissance de l'abus financier. J'y ai trouvé un but, aidant les autres à éviter ce que j'avais vécu. Dorothy et moi avions commencé à prendre des cours d'aquarelle ensemble le samedi matin. Je n'étais pas très doué, mais je m'en fichais. C'était paisible, méditatif. En juin, j'ai fait un voyage dans le Maine que je repoussais depuis des années. 5 jours dans un chalet côtier, à lire et à marcher sur la plage. J'y suis allé seul et j'ai adoré chaque minute. J'ai recommencé à sortir. Rien de sérieux, juste un café avec un enseignant à la retraite nommé Franck, qui me faisait rire et ne me posait jamais de questions sur mon fils. C'était agréable de se sentir désiré pour moi-même, pas pour mon argent. Ma maison me semblait différente maintenant, plus légère. J'avais redécoré la chambre d'amis qui avait toujours été la chambre de Brad en un atelier d'art. J'avais donné ses affaires d'enfance que j'avais accumulées. J'avais fait de l'espace le mien. L'ordonnance de protection était toujours en vigueur. Brad ne l'avait pas violée. Je n'ai eu aucune nouvelle de lui directement. Mais j'ai entendu parler de lui par le bouche à oreille de la petite ville. Des nouvelles filtraient. Brad avait été transféré dans un établissement fédéral à sécurité minimale à 3 heures de route. Il travaillait à la bibliothèque de la prison, essayant de ne pas avoir d'ennui. Carole avait déménagé en Arizona avec un nouveau petit ami, publiant des photos sur les réseaux sociaux de piscines de complexes hôteliers et de dîners coûteux. Mais la sœur de la coiffeuse d'Hélène travaillait dans ce complexe. Carole était en fait une serveuse de cocktail, joignant à peine les deux bouts. Le riche petit ami était un mensonge. Quand Linda a croisé Hélène à la pharmacie, elle avait l'air d'avoir 10 ans de plus. Carole ne nous parle plus, a-t-elle dit doucement. Après avoir témoigné contre Brad, elle nous a tous rayés de sa vie. Hélène m'avait rapporté cela en haussant les sourcils. Karma. En août, j'ai reçu une autre lettre de Brad, plus courte cette fois. Maman, je ne m'attends pas à ce que tu répondes. Je voulais juste que tu saches que je suis sobre depuis 6 mois. Je participe aux réunions des GA ici. Je travaille sur moi-même. Je comprends maintenant ce que je t'ai fait. Pas seulement l'argent, la confiance, l'amour. J'ai été un fils terrible. Tu méritais mieux. J'espère que tu es heureuse, maman. Amour, Brad. J'ai plié la lettre et l'ai mise avec la première. Elles sont restées dans le tiroir, sans reconnaissance. Septembre a apporté mon 69e anniversaire. Hélène m'a organisé une fête surprise, juste mon club de lecture et mes voisins, gâteaux et champagne dans son jardin. Ils m'ont offert des cadeaux rigolos. Un t-shirt qui disait « Néanmoins, elle a persisté ». Une tasse à café avec « Peintre la plus passable du monde ». Un chèque cadeau pour le magasin de fournitures d'art. J'ai ri jusqu'à en pleurer. Cette nuit-là, assise seule sur mon porche avec du vin, j'ai pensé à l'année écoulée. J'avais perdu mon fils, oui, mais je m'étais retrouvé. J'avais appris que l'amour ne devait pas tout coûter. Que les limites n'étaient pas égoïstes. Que se protéger n'était pas abandonner. J'avais appris que la famille n'était pas toujours une question de sang. Parfois, la famille, c'était Hélène qui débarquait avec de la soupe. Suzanne qui m'envoyait des mèmes drôles. Dorothy qui me faisait rire au cours d'art. J'avais appris que j'étais plus forte que je ne le pensais. En octobre, Carole a été arrêtée en Arizona pour avoir émis des chèques sans provision, plusieurs chefs d'accusation. Elle avait accumulé des factures dans toute la ville, en émettant des chèques de compte fermés. Elle avait payé sa caution, mais faisait face à des poursuites. Son avocat cher ne retournait pas ses appels. L'histoire se répétait. Je n'ai rien ressenti en apprenant la nouvelle. Aucune satisfaction, aucune pitié, juste rien. En novembre, l'agent de libération conditionnelle de Brad a appelé. Brad serait libéré en décembre, 2 mois plus tôt pour bonne conduite. Il a demandé la permission de vous écrire une dernière lettre, a dit l'agent,
pour vous faire part de ses plans de libération et vous assurer qu'il ne reviendra pas dans cette région. Il déménage dans l'Ohio pour vivre avec le frère de son père. La lettre est arrivée une semaine plus tard. Juste des faits. Sa date de libération. L'adresse de son oncle à Cleveland. Son intention de rester loin. Je ne te dérangerai plus, maman. Je te promets que tu pourras vivre ta vie sans t'inquiéter de me voir débarquer. Je suis désolé pour tout. S'il te plaît, sois heureuse. Je l'ai lu une fois et je l'ai mise avec les autres. Puis j'ai fermé le tiroir et je suis allé déjeuner avec Hélène. Ma vie était pleine. Mon cœur guérissait. Et j'étais enfin heureuse. Alors, me voilà, après de 70 ans, la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre. J'ai appris que l'amour sans respect est de la manipulation. Que la famille ne vous donne pas le droit de profiter des autres. Que parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de dire non aux personnes que vous aimez le plus. Mon fils a fait ses choix. J'ai fait les miens. Je ne regrette pas de m'être protégé. Qu'auriez-vous fait? Auriez-vous continué à donner ou auriez-vous fixé une limite? Pensez-y. Et si quelqu'un dans votre vie vous traite comme un distributeur de billets au lieu d'une personne, famille ou non, il est peut-être temps de fermer ses comptes. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle aidera quelqu'un à trouver sa propre force. Prenez soin de vous. Vous le méritez.